30 reviews en 30 jours. Yes sir. Coup de tonnerre. Ouais, on va s'occuper du Thunder. Et c'est une phrase qu'on ne pensait pas forcément faire. Oui, la review du Thunder est après celle des Rockets. Ouais, après celle des Blazers. Après celle des Spurs. Eh oui, comme voilà, le franchise, le Thunder qui fait partie de ces grandes darlings. On va en parler en long et en large. Ce sont les 30 reviews en 30 jours. Vous le savez, c'est votre série préférée de votre joueur préféré, même s'il est confiné ou qui joue à NBA 2K en ligne. On a déjà fait plein de franchises. À l'Est, à l'Ouest, on est vraiment dans le haut du panier, dans le haut du tableau. On commence à parler de franchises qui ont fait kiffer leurs fans. Et si récemment nous avons fait les Grizzlies en termes de darling de la saison, c'est vrai que le Thunder a aussi été une des grosses darlings cette année, avec des résultats hyper surprenants, des joueurs hyper excitants. Et on va en parler en long et en large. Ouais, clairement, c'est clair que le Thunder, ils en ont surpris plus d'un, dont nous. Exactement, dont nous, on va pouvoir en parler dans le coup d'œil, dans le rétroviseur. Alors, comment dire, puisqu'on est sur une saison à 40 victoires pour 24 défaites, qui ne l'avait pas annoncé Qui n'avait pas annoncé le Thunder tout à fait top 5 de la conférence Ouest, qui n'avait pas annoncé le Thunder beaucoup plus proche de la première place que de la dernière. De toute façon, moi, c'est pas compliqué. Les pronostics les plus optimistes que j'ai pu voir sur le Thunder, c'est des gens qui disaient c'est une équipe de revanchards, ça peut être le poil à gratter, genre ils vont se battre entre 10 et 8, quoi. C'est ça. C'est les pronostics les plus optimistes que j'ai pu voir. Quelques grands penseurs nous ont dit que ça pouvait être une équipe de bas de top 8. Non, il y en a qui avaient bien vu le profil, on va dire. C'est ça, qui avaient anticipé notamment que les Spurs, les Blazers, tout ça allaient s'écrouler, les Warriors aussi. Personne nous avait dit que ça allait être l'équipe la plus clutch de la ligue, par contre. Alors oui, quand on fait le coup dans le rétro, impossible de parler du Thunder sans parler du Money Time. C'était vraiment abusé. Le Thunder a juste déroulé dans le Money Time, clairement. Incroyable, impressionnant. Ils sont revenus dans beaucoup de matchs qu'ils ont fini par gagner. C'est ça. Tous les matchs où ils étaient dans le match et ça s'est joué mais beaucoup de matchs où ça s'est joué entre 2 et 5 points d'écart, quoi, tu vois. Entre 1 et 5 points d'écart. Entre 1 et 5 points d'écart, ils les gagnent, souvent. Complètement. Même en ayant du retard. Même en ayant du retard, tout à fait. C'est ça que j'ai. Ouais, tout à fait. C'est ça que je disais. Ça leur est arrivé de revenir dans les matchs dans le dernier quart. Ouais. Ça leur est arrivé de se faire un peu remonter et de devoir aller chercher la victoire au finish. Bref, dans plusieurs cas de figure différents de matchs serrés, ils gagnent. Bien sûr. Sans clutch. Ça a vraiment déroulé avec évidemment à la baguette monsieur Chris Paul qui nous fait une saison de All-Star. C'est le retour du CP3, le point guard comme on le connaît. Alors certes, les cannes ne sont plus aussi folles qu'avant, mais par contre la gestion du jeu est totale. J'arrive dans n'importe quelle franchise, je suis sur mes deux jambes, ça va. Je le mets direct sur la table d'ailleurs, Alex. Il a joué, si je dis pas de bêtises, 63 matchs cette saison, monsieur Chris Paul. Eh bien, sais-tu, c'est quand la dernière fois qu'il en a joué minimum 63 ? Je sais pas, tu veux que je regarde là? Non, c'était une question de trivia, j'ai la réponse. Franchement, je pense que c'était pas Houston. Ouais, c'est chez les Clippers, 2016. C'est ça, hein? C'est ça. Avec Houston, il l'a jamais fait. Hein. Il a jamais fait de régulière de 63 matchs minimum, donc forcément, quand on a Chris Paul qui joue quasiment tous les soirs, ça a été le cas pour OKC, on retrouve... On quitte le monde de la punchline qu'on a bien alimenté et véhiculé pendant ces derniers mois autour de son contrat et on retrouve le point guard. Voilà, ça, mais cool. En fait, c'est tout le truc d'ailleurs et on va en parler dans cette vidéo. C'est là, dans le coup d'œil dans le rétro, ce qu'on peut dire, c'est que le niveau de jeu de Chris Paul du début à la fin de la saison est vraiment top level point guard, gestion incroyable. En plus, il est vraiment là au départ, sur la ligne de départ de cette saison du Thunder, c'est vraiment lui la star de l'équipe, on est d'accord, enfin le joueur avec le plus d'expérience, le all-star de la bande. Hein. Et on voit bien que dans ce rôle-là, où il n'est pas en concurrence avec d'autres stars,
Franchement, il excelle, il tire vraiment le groupe vers le sûr, haut hein. grâce à sa gestion. Et tu sais quoi, il tire même son coach vers le haut. Ah bah, On est d'accord. Donc, techniquement parlant, tactiquement parlant, je veux dire, on a vu un Chris Paul capable de scorer 25, 26, 28, 30 points quand il faut. Un Chris Paul discret, enfin bref, donc vraiment très propre au tir et tout. Donc, on a vu le Chris Paul qu'on connaît depuis le début de sa carrière. C'est un joueur absolument incroyable. Et ça, juste pour dire, ça n'a jamais été vraiment remis en question. Les punchlines autour de son... Ces deux dernières années, ça a été remis en question. Ça a été remis en question sur sa capacité... je peux te dire, pas nous, hein, mais ça a été vachement remis en question, son niveau de jeu, ces 2 dernières années. Il y a quand même eu de la punchline sur sa capacité à être vraiment bon, que ce soit avec un gros joueur à ses côtés ou pas. Alors qu'en soi, le joueur intrinsèquement est incroyable, mais juste ces 2 dernières années, il a pas mal été critiqué sur son jeu réel. Ouais, mais il a été critiqué sur son jeu réel, ok, bon, sa blessure, là, qui fait mal aux Rockets, mais bon, bref, d'accord, mais tout ça était toujours mis en perspective avec son salaire. Le vrai problème, concrètement, de Chris Paul aujourd'hui, il est un peu là, c'est-à-dire qu'on avait fini peut-être par sous-coter le joueur parce qu'il était surcoté en termes salarial, tu vois. Oui. Je sais pas si je suis clair. Oui, si, mais en fait, en soi, le salaire évidemment était une punchline, et ça, on pourra en reparler aussi quand on va faire le point finance. Il y a eu aussi le fait que voilà, le stigma aussi autour de Chris Paul, c'est que à chaque fois, quoi qu'il arrive, ça ne peut pas aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'est la cuisse qui pète en Game 7, c'est une demi-finale ou face aux Warriors. Exactement. Et d'ailleurs, bon, alors malheureusement, on n'aura peut-être jamais l'occasion de le savoir, hein, parce que là, la saison, plus ça avance, plus ça pue pour une reprise, on verra, bon, on n'en est pas là. Mais là, il fait une régulière incroyable, Chris Paul. Mais Chris Paul qui fait des régulières incroyables, on l'a déjà vu maintes et maintes fois dans sa carrière. On est d'accord, c'est pas la première fois que Chris Paul fait une régulière incroyable. D'ailleurs, statistiquement parlant, ça reste une régulière non, c'est clairement, basique pour Chris Paul, ça, statistiquement parlant. C'est clairement au-delà des stats, cette saison de Chris Paul. Exactement. Mais donc Chris Paul, au-delà des stats, fait une régulière absolument incroyable en termes de comment j'emmène mon équipe vers le haut. Mais je veux dire, c'est quelque chose qu'il a déjà fait à combien ? À 10 reprises dans sa carrière, quoi, tu vois. Le vrai truc de Chris Paul, c'est plus genre... potentiellement, s'il y a des playoffs qui redémarrent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ce Thunder-là de Chris Paul ? Ça, c'est une question qu'on va se poser, je pense, tu vois. Oui, bien sûr. Après, c'est sûr que en tous les cas, dans le coup d'œil du rétro, les fans d'OKC sont ravis de voir ce qui a pu se passer avec CP3, puisqu'il y a le jeu et il y a évidemment l'intégration des jeunes. Tu parlais là de Billy Donovan. Bon, évidemment, pareil, hein, quand tu as un joueur qui est efficace comme ça, bah forcément l'avis sur le coach il change. Donc après avoir balancé des tomates à la gueule de Billy Donovan, là soudainement cette saison c'était tiens, il pourrait être dans les candidats au coach de l'année. Donc ça c'est pas la première fois qu'on le voit. Salut Byron Scott. Byron Scott c'est le spécialiste de ça. Salut Byron Scott notamment, tout à fait. Et donc quand on regarde toute la saison d'OKC, on parle évidemment de Chris Paul, mais comment ne pas mentionner évidemment cette triplette du backcourt qui est un des meilleurs trios, de toute la NBA en termes de line-up. C'est Shai Gilgeous-Alexander, Chris Paul et Dennis Schroeder. Énorme saison de Schroeder, pareil, la saison... personnellement, moi je m'en fous si elle reprend ou pas en termes de trophées. Je pense qu'on balance le 6e homme de l'année à Dennis Schroeder sans trop de questions, vu la campagne qu'il nous fait. Qui est-ce qui pourrait venir le chercher ? Il y a des mecs qui vont pouvoir le chercher, mais... Lou Williams. Ouais, mais... Comme d'hab. Ouais, voilà. Non, mais tu vois, comme d'hab, quoi. Lou Williams, mais il fait une saison moins bonne que celle de Schroeder. Schroeder a vraiment, lui aussi, repassé un cap. C'est-à-dire qu'il a été un peu un coup en dessous quand il était backup de Westbrook. Et puis là, il y a eu des choix de Donovan qui ont été hyper intéressants sur le terrain, de vouloir mettre... ces 3 nains, quoi. Parce que bon, même si Shai Gilgeous a des bras longs et qu'il est pas mal, d'avoir une... Non, mais au mieux, c'est un 2. Hein. C'est ça. C'est jamais de la vie, c'est un mec qui joue avec deux arrières, hein. Ça c'est clair et net. C'est ça. Non, mais t'as raison de le signaler. Il faut signaler aussi que de ces 3-là, Chris Paul, c'est celui qui score le moins. Bon, ça joue dans un mouchoir de poche, mais quand même. Ouais, bien sûr. Donc ça, c'est vachement intéressant. Ce qui est vachement intéressant, c'est que ces 2 joueurs-là, Schroeder et Gilgeous-Alexander, dans leur... chacun dans des proportions différentes, ils ont bénéficié de l'influence de Chris Paul. C'est-à-dire que Gilgeous-Alexander, lui, s'est retrouvé au poste 2, qui, à mon sens, est son meilleur poste. Donc avec pas forcément trop de ball handling à gérer, un peu, parce qu'il sait faire, mais avec un mec comme Chris Paul à côté qui quand même met en place beaucoup de choses. Ouais. Donc ça lui va bien pour progresser. Faut pas oublier qu'il est que sophomore, lui. Hein. Donc il est encore en découverte de la ligue. L'émergence, elle est validée. Hein.
Et il a beaucoup progressé cette saison. Bien sûr. Et sur plein de niveaux. Je pense qu'on va avoir l'occasion d'en reparler. Et Schroeder, lui, il s'est retrouvé à rentrer derrière Chris Paul ou avec Chris Paul. Et du coup, pareil, Schroeder, en fait, d'avoir un gestionnaire comme ça à côté de lui, ça lui permet d'avoir moins de choix à faire. Parce que les choix, je trouve que c'est peut-être pas le point fort de Schroeder. Tu vois, il est 6e homme, il rentre, il a un rôle assez clair en fait. Vas-y, rentre et score, mon pote. Score, prends la balle, drive, attaque le cercle, prends tes shoots ouverts. Enfin, on a bien vu, le rôle de Schroeder est assez clair à ce niveau-là. Il n'a pas vraiment à driver l'équipe. Si, il a drive un peu, mais surtout, c'est dans ce sens-là qu'il est dans la course au 6e homme de l'année. C'est que quand il rentre, il a un rôle précis et il le remplit à merveille. À merveille. Je veux dire, le 19 points, ou je sais pas combien, ouais, c'est ça, 19 points et 4 passes de Schroeder, c'est que du bonheur, ça, en sortie de banc, bien sûr. pour nos amis du Thunder. En plus, avec des assez bons pourcentages. Évidemment, autour de cette triade, on a eu les... C'est l'alignement des planètes qui est fort aussi pour OKC, puisqu'on a Danilo Gallinari qui joue la plupart de la saison et qui continue à faire son taf, c'est-à-dire provoquer des lancers, tirer à 40% à 3 points et ramener son expérience. On a eu l'impact de certains petits aussi dans le cadre de l'effectif pur Thunder, c'est-à-dire les premiers pas de Darius Bazley, Lugensdort qui a fait les sales tâches avec Terrence Ferguson aussi. On a vu Nerlens Noel qui faisait un bon backup quand même en tant que bosseur de l'ombre. D'ailleurs, Steven Adams qui a fait péter son petit double-double quasi. Bien sûr, Steven Adams aussi qui a fait le travail tout à fait. Même Abdel Nader qui a été pas mal par séquence. Deontay Burton et Hamidou Diallo. En fait, ouais, bien sûr. C'est vrai que le noyau de jeunes du Thunder, je sais pas ce que t'en penses toi, mais on a pu les voir, ils ont été utilisés. Je sais pas, au-delà de Shai évidemment, qui pour moi est au-dessus du lot des autres jeunes, mais entre Terrence Ferguson, Lugensdort, Hamidou Diallo, Darius Bazley, bon Abdel Nader il est plus vieux je crois, ça fait un noyau de mecs entre 19 et 21-22 piges là. Avec du potentiel, on sait pas vraiment quels sont les plafonds de ces mecs, je sais pas si c'est des énormes stars, mais t'as du potentiel role-player intéressant, et qui là, on peut peut-être en revenir aux côtés Donovan, je trouve qu'il les a assez bien utilisés. Ouais, il leur a donné leur chance. Ouais, tout le monde connaissait son rôle. Tout le monde connaissait son rôle tous les soirs, donc du coup, c'est ce qui fait que OKC, d'une manière générale, s'est pointé chaque soir en sachant très bien ce qu'il fallait faire. Et puis, s'il y en avait un qui sortait de piste, c'était Chris Paul qui remettait tout le monde sur le carreau. Évidemment, quand on fait le coup d'œil rétro, impossible de ne pas parler aussi de la trade deadline qui est passée assez discrètement. Nous, on a été persuadés, quand on en parlait dans les previews d'octobre dernier, que c'était quasiment impossible que cette deadline passe avec encore Gallinari, avec encore Chris Paul, avec encore Steven Adams. Finalement, vu comment ça s'est passé, Sam Presti, il a fait « Non les gars, il n'y a aucun souci, on va continuer avec ce groupe-là, parce que ça se passe bien. » Il était à 2 doigts de lâcher Gallinari, je pense. Ouais, et Adams aussi, il a été dans des bonnes discussions. Mais ça s'est pas fait. Et ça s'est pas fait, et donc du coup, ça c'était aussi quelque chose qui était assez imprévisible. C'est de voir cette deadline qui passe avec un Thunder qui pouvait être actif et qui a finalement fait... Écoutez, ça se passe très bien. Pourquoi ne pas continuer à grimper dans le haut de la conférence Ouest avec ce groupe-là ? T'as raison, c'est ça qui est vachement intéressant, c'est que nous, en tout cas tous les deux, on avait basé nos pronostics très faibles de début de saison sur le Thunder, sur le fait que... dernier à l'Ouest. Oui, puis c'était très faible en termes de nombre de wins et même en termes de jeu, on voyait pas trop où ça allait aller. Ça, peut-être l'erreur d'avoir sous-estimé complètement ce qu'allait faire Chris Paul de n'importe quelle équipe NBA, en fait. Ça, c'est clair, on peut le reconnaître. Mais par contre, toi comme moi, on se disait, mais Sam Presti, avec tous les assets qu'il a, qu'est-ce qu'il va s'emmerder avec le contrat de Gallinari ou d'Adams ou de Chris Paul. Donc on se disait, il va péter l'équipe, il va continuer sa reconstruction en cours de saison, et donc c'est compliqué de gagner des matchs, en gros. Et là où ils nous ont complètement pris à revers, c'est qu'effectivement, les mecs ont dit... Les anciens ont décidé de bien jouer, les jeunes ont suivi, et du coup Presti s'est dit attends, pour l'instant on joue, tu vois. Ouais, bien sûr. Et du coup forcément le pronostic dans ce sens-là est complètement à l'ouest, quoi. Faut c'est dire. Ça. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que du coup pour les projections futures et tout, on va évidemment y venir, que ce soit salarial, tactique ou quoi ou machin. Du coup, tu te dis attends, du coup Presti, qu'est-ce qu'il a dans la tête, qu'est-ce qu'il veut faire en fait ? Complètement. Et donc ça forcément on en parlera dans la section suivante avec le point financier. Juste avant ça, vous le savez, à chaque fois qu'on fait le coup d'œil dans le rétro, on essaye notamment de mettre en avant certaines séquences. Alors au global,
Ce qui est sûr, c'est que le vrai push se passe en décembre. Il y a un vrai retournement de situation avec Billy Donovan, qui est, je crois, même d'ailleurs limite coach du mois. Enfin, en tout cas, il y a du trophée qui a été balancé. Comme plein de matchs. Faites-vous des matchs du Thunder dès que le score est à peu près à 5-6 points d'écart. Il y a évidemment des grosses victoires. Pour ceux qui ne les ont pas vues, il y a face au... Qu'est-ce que j'avais kiffé, moi, à domicile, le match... Ils n'ont pas fait les Celtics si, probablement, mais il y a un thriller contre Minnesota, là, avec le fameux... Enfin, il y a trop de trucs. Il y a le Chris Paul play où il dit au mec de remettre son maillot dans son short. Il y a eu les Celtics aussi. Ça a tapé les Clippers. C'est allé gagner, si je dis pas de bêtises, à Toronto. Moi, ça m'avait vachement marqué. C'était le Shai Gilgeous Game, notamment, qui est canadien, où il retourne là-bas, où ça va gagner à Toronto. C'est vrai qu'il les a salis. Et il les a salis avec des gros défenseurs sur lui. Ouais. Donc ça, c'était pas mal. À Houston, tout à fait, ça gagne. Ça, c'était un match aussi marquant parce que c'est le Chris Paul comeback game. Il y a aussi Chris Paul contre Houston à OKC, où il y a du petit pont dans tous les sens. Donc, non, il y a des matchs à revoir de partout. T'as raison, le Chris Paul à OKC, il y a un petit message, quoi. Ah, clairement. L'autre, il est rentré, il fait alors comme ça, votre star barbu, là, il a plus trop envie de jouer avec moi, là. C'est ça. Vous êtes vraiment sûr? Je suis pas sûr de l'upgrade Westbrook, les copains. Je suis pas sûr. Et oui, en effet, ça avait terminé avec une victoire à Boston. C'était le dernier match de OKC sur cette saison un peu tronquée. Voilà pour le coup d'œil dans le rétro. Véritable rêve éveillé pour les fans d'OKC par rapport aux perspectives. On s'en souvient, on avait dit waouh, quelle semaine de merde, quelle quinzaine de merde, juillet 2019, départ de Paul George, départ de Westbrook. Au final, tu parles, les mecs, ils ont fait limite une saison plus kiffante que la précédente. ce qui est assez fabuleux quand même. Enlève limite. Je veux dire, tu perds, enfin, t'enlèves limite dans le sens où t'as perdu Westbrook et Paul George d'un coup. Les mecs étaient en PLS depuis le mois de juillet, et en fait, ils font une saison, genre là, les mecs... Moi, je suis fan du Thunder, là, je dis, mais non, donnez-nous les playoffs, là, comment ça, la saison s'arrête? Mais non, c'est juste que je veux savoir. L'année dernière, il y avait vraiment un optimisme et un enthousiasme qui était fou autour de la saison de MVP de Paul George, et donc avant qu'il se blesse, quand on était début mars, quelque part de manière assez similaire à là, il y avait quand même une saison monstre avant que Lillard s'en mêle. Avant que Lillard s'emmerde et avant que surtout le karma s'en mêle aussi. Voilà pour le petit coup d'œil dans le rétro. Nous, comme vous le savez, on va devoir parler de caillasse, hein Alex? Allez, c'est parti, l'oseille. Tout à fait, on va regarder où est passé l'oseille. Où est passé l'oseille? Les CP3, les Gallinari. Tout à fait, où sont passés les Adams. Steven Adams? Les livres sterling néo-zélandais. Vous le savez, dans cette section, on parle finance. C'est simple, hein, on se penche un petit peu sur les dépenses qui ont eu lieu à OKC, les dépenses qu'il pourrait y avoir, et on fait le point. Bah, le truc, c'est que non seulement Sam Presti a réussi l'été dernier à bricoler, donc contraint et forcé, hein, d'abord par Paul George, puis vraisemblablement par Westbrook, donc de gérer 2 énormes trades. Et donc non seulement il a réussi à les gérer, on le voit bien cette saison, de manière tout à fait honorable d'un point de vue sportif, tout en récupérant des assets dont on va parler, là, des pics de draft et des jeunes à plus quoi savoir en faire, mais en plus, le nettoyage salarial est en route. Il est en route. Il est en route, il n'est pas fini, hein, mais il est quand même déjà bien en route, parce que tu t'es quand même débarrassé du contrat de Paul George. Le contrat de Westbrook, tu l'as échangé avec le contrat de Chris Paul. Donc là, en termes de salarial, ça change pas grand-chose, si ce n'est que celui de Chris Paul se finit une saison plus tôt. Tout à fait. Après, Enfin, vas-y. Non, vas-y. Non, en fait, ce que je disais, c'est que ça m'a fait tilter le terme se débarrasser du contrat de Paul George. Le mec est All-Star, quoi. Enfin, je pense que toi, comme moi, je pense que personne ne se débarrasse de ce contrat. Non. Le mot débarrasser, c'est dans le sens salarial. Ouais. C'est-à-dire que d'un point de vue salarial, là où il y a débarrassage au niveau du trade de Chris Paul, c'est que en échange de Chris Paul, tu as obtenu le finissant de Gallinari, d'accord ? Il est finissant, Gallinari. C'est-à-dire que là, il y a un choix à faire sur sa tête, ok, mais dans l'absolu, tu libères quand même plus de 22 millions dans ton cap. Dès la prochaine intersaison. Chris Paul, lui, il avait 3 autres saisons derrière. Donc, c'est pas du tout le même délire. Ce que je veux dire par là, c'est que qu'on me méprenne pas. Je veux pas dire qu'ils se sont débarrassés de Paul George, mais en perdant Paul George, ils se sont débarrassés d'un paquet d'années de gros contrats.
Donc tu as au moins cet avantage-là, puisque en gros, Paul George, c'est Gallinari plus Shai Gilgeous, quoi, hein, et des pics de draft évidemment, mais en termes contractuels, quoi. Hein. Tu me dis si je me trompe, non, mais c'est à peu près ça. Je sais plus qu'il doit y avoir un petit truc dans la balance aussi, mais en gros, c'est ça. Donc Gallinari expirant, Shai Gilgeous contrat rookie. Donc, en termes de flexibilité financière, qui a certainement perdu au niveau sportif, faut pas exagérer, Paul George, c'est quand même un joueur absolument incroyable. Par contre, en termes de flexibilité financière, c'est indéniable qu'il a gagné. Ouais, c'est sûr. Ce qui n'est pas le cas dans le trade Chris Paul-Westbrook vraiment, quoi. Non, t'es sûr d'avoir toujours ce... à peu près, quoi. T'es sûr d'avoir toujours ce salaire tout à fait de Chris Paul. Voilà. Y a Dennis Schroeder qui va arriver gentiment aussi sur la fin de son contrat. Dans les mois à venir, puisqu'il avait signé sa prolongation à il en a encore une derrière. C'est ça, il en a encore une petite. Voir comment ça peut se passer. À 15,5. Et ce sera assez rentable vu la production qu'il a. Steven Adams faisait partie évidemment de ces noms-là, comme on en parlait sur la trade deadline. Il en a encore une aussi, lui. Où lui, il en a encore 27,5 par contre. Et lui, c'est ça, c'est que ça va coûter 27,5. À voir si la saison prochaine et dans les mois à venir, on aura du trade de Steven Adams. En tout cas, c'est clair que si là, dans 1 an et demi, tu n'as plus l'espace de Danilo Gallinari et Robertson, hein. et André Robertson et du Steven Adams, c'est vrai que le processus est assez bien lancé. De toute façon, c'est simple, OKC n'avait plus le choix. Sam Presti était à la tête d'une des situations financières les plus troublantes de toute la NBA. Exactement, alors elle était à peu près justifiable parce que tu avais du Westbrook, Paul George qui sont potentiellement des candidats MVP. À partir du moment où tu te fais fumer par Portland, déjà ça commençait à grincer. Et après, c'est là où on ne peut que saluer le travail de GM de Sam Presti. C'est à partir du moment où il a compris qu'il était fucked up, quoi, hein, qu'il était coincé, hein, voilà, comme on dit dans les termes polis. L'autre, il s'est pas démonté, il a dit ok. Attendez, regardez-moi bien. Moi, je suis coincé ? D'accord, bah regardez-moi bien. Donc le mec, il était coincé d'un point de vue sportif et en termes de trade. Il en a fait une situation où il a gagné de l'autre côté, c'est-à-dire en flexibilité financière. C'est quand même bien joué. Non, c'est clair, c'est bien joué. Donc le processus est bien lancé au niveau financier. À suivre, à poursuivre, parce que évidemment, comme on le dit souvent, et malheureusement, moi je vais m'occuper de le répéter toutes les saisons, le point financier n'est pas du tout le même si Chris Paul ne fait pas une saison à 63 matchs. Hein. C'est-à-dire que si la saison prochaine, tu as un Chris Paul qui nous refait une Houston, c'est-à-dire une 50aine de matchs et 32 perdus, bah on va être là genre, la situation financière du Thunder, tu as quand même ce poids mort dans ton salary cap. Et puis, Bastien, 41 millions la saison prochaine. Je l'aime beaucoup, c'est un point god. 44 millions celle d'après, c'est une player option, mais hein, je pense que la cote, voilà, c'est ça. La cote est négative, hein, il va la prendre. Tu vois. Donc, ce qui est intéressant pour Sam Presti, c'est que comme tu l'as souligné, il y a l'expirant de Steven Adams potentiellement à trader, l'expirant de Schroeder, on verra ce qu'il veut en faire, et en plus. Il y a les salaires de Robertson et de Gallinari qui peuvent disparaître des books, ce qui fait que tu es à un trade d'avoir un gros slot pour aller draguer un agent libre à mettre à côté, un agent libre sérieux, à mettre à côté de Chris Paul et Shai Gilgeous. Et ça, si on nous avait dit ça il y a seulement quelques mois, non, c'est sûr. Genre, ce qui sont attractifs sportivement, c'est assez agent libre. Ouais, ça peut être genre ailier fort là. Il faut voir quelle est la vraie gueule du projet, quoi. Voilà, c'est une des questions qu'on va se poser parce que notamment en termes salariales, pour finir, on a dans 12 mois, on a évidemment un max à proposer à monsieur SGA. Et puis voilà, parce que c'est ça, exactement, tu mets le doigt exactement là, c'est que Gilgeous, quand il va falloir le prolonger, ça va être cher. Et après, tu as tout un tas d'autres rookies qui te coûtent pas cher pour le moment où il va falloir faire des choix. Tout à fait. Quid de Ferguson, Beasley, qu'est-ce que tu fais ? Tu les payes pas. Lugensdort, c'est un two-way. Lugensdort, hein, c'est un two-way le mec à la base. C'est bien. Amidou Diallo, Deontay Burton. Enfin, qu'est-ce que tu fais de tous ces gars-là ? Tu les payes pas. OKC State of Mind, hein, ils vont prendre que des jeunes et le premier qui sort du lot, ils vont le payer, quoi. Comme ils ont. C'est ça. Toujours fait. Ça. Ouais, bah là, Shai Gilgeous, c'est clair. C'est même pas cette année, hein. C'est encore dans. T'as encore une saison entière. C'est dans 12 mois, hein, le max. Ouais, tout à fait. Dans 12 mois, puisque ce sera la fin de sa 3e saison. Dans tous les cas, d'un point de vue financier, on respire. Allez, disons qu'on enlève la paille, on commence à respirer avec un tuba un peu plus large du côté d'OKC. Et nous, justement, on va basculer de bureau, on va quitter celui du financier du Thunder et on va aller chez Billy Donovan. Allez, c'est parti, Billy. Bam, c'est l'heure du point tactico-technique. Le point tactico-technique.
avec un gros H comme expert. Exactement. Et comme... Hamidou Diallo. Hamidou Bien Diallo. sûr, monsieur Hamidou Diallo. Vous le connaissez, c'est le point tactico-technique. Dans cette section, nous allons disséquer un petit peu les petites nuances stratégiques de Billy Donovan et de son staff. Cette saison, plein de choses à dire. Donc oui, comme on l'a dit dans le coup dans le rétro, Billy Donovan est passé du statut de coach qu'on attendait chez Pôle emploi à excellent coach NBA. Ça notamment, comme on l'a dit, ça peut être parfois impacté par le fait d'avoir un meneur top 50, un joueur top 50 all-time dans ton effectif. Ça peut être pas mal. Top 50. C'est un joueur du top 50 all-time. Bordure. Alex, c'est un joueur du top 50 all-time. C'est Chris pas Paul. Du mien. Oui, mais si, tu te mens, mais c'est pas grave. Mais oui, non, Chris Paul a changé pas mal de choses. C'est ce qui est vraiment par contre fascinant, on peut pas lui retirer de crédit là-dessus, c'est cette rumeur qu'il y avait eu pendant le camp d'entraînement d'un line-up à 3 nains. s'est concrétisé et vraiment sur le terrain ça a créé des galères dans les équipes d'en face, c'était assez fabuleux à voir. Tout à fait, et même si effectivement par moments ça leur a posé des soucis de l'autre côté pour défendre, ça va quand même. Ah, ça va très bien. Ça va quand même. On n'en a pas parlé dans le coup d'œil dans le rétro, mais à ce niveau-là, le Thunder a des stats, a des ratings, comment dire, tout à fait honorable. Je veux dire, c'est la 10e défense de la Ligue cette saison. C'est ça. Tu vois, en termes d'efficacité, ils sont sur un rythme de jeu et ayant un rythme de jeu globalement assez lent. Tu n'as pas. Chris Paul, voilà. La mène, c'est normal. Tout à fait. Mais donc, que ce soit en attaque et quelque part aussi de l'autre côté en défense. C'est-à-dire, tu stop les contre-attaques du côté d'OKC. Comme ça, tu vas défendre mi-terrain et tu vas éviter de te faire dépasser parce que tu as Gallinari et Chris Paul qui, s'ils sont bons, ne sont pas des foudres de guerre. Et c'est là où. Gallinari, moi je trouve que c'est comme Chris Paul, un peu, c'est du défenseur à l'ancienne, là, un peu vicelard, pas athlétique, mais... J'ai dit foudre de guerre. Hein. C'est-à-dire que athlétiquement, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui passe une épaule sur Gallinari et Chris Paul. C'est clair qu'au démarrage, Gallinari, s'il doit se retourner et se déplacer de manière latérale... C'est tout ce que je dis. Il y a moyen qu'il se fasse les lombaires, hein, ça on est d'accord. Mais là où Billy Donovan, je sais pas, c'est peut-être là que tu voulais en venir, là où il a été assez bon, c'est qu'il a effectivement été dans la continuité de son line-up à trois petits, entre guillemets, trois guards, mais aussi il a tenté des choses qui se sont plutôt bien passées. Je veux dire, Luguensdort. Ah bah c'est super. Luguensdort et Terrence Ferguson envoyés complètement à la mine sur des missions défensives. Tiens, il y a des écrans, tu peux rentrer dedans, s'il te plaît. Luguensdort quand même, c'est un two-way contract, hein, comme je disais tout à l'heure. Hein. Oui, c'est bien. Alors après c'est aussi les feel-good stories. Il va avoir un contrat. Hein. Oui, bien sûr. Après, ce sont aussi les feel-good stories qu'on connaît. Hein. C'est-à-dire que Luguensdort, c'était très très bien en défense. En attaque, c'était autre chose. Terrence Ferguson, qui a montré quelque chose aussi offensif. Par contre, en défense, a vraiment progressé. Et ça, c'était un des gros points perso de satisfaction de T-Ferg, qui peut être, de Touquet Ferguson, qui peut être en fait un vrai 3&D en NBA. Ouais, bah faudrait par contre pour qu'il soit... Il y a surtout le D pour l'instant. Moi, je trouve que le 3... Oui, voilà, il va. Après, bien sûr, mais il y a la gestuelle. Enfin, je veux dire, c'est un shooter de base. Il manque plus que ça rentre en fait. Ouais. Bien sûr. Faudrait juste que ça rentre. Mais effectivement, t'as raison. Ouais, Ferguson, bien intéressant aussi dans ce truc-là. Hamidou Diallo, je sais un peu moins quoi en penser. Très athlétique, mais j'ai plus de mal à définir son rôle. Déjà, il a 20 matchs de loupé, donc c'est compliqué. Ah oui, non, il a été blessé. Il a été blessé. Le potentiel, il est réel. Donc, je pense que Diallo, ils l'ont vu. Il fait partie de cette casse, comme tu l'as dit, de jeunes à développer. Et je pense que on aura l'occasion de le voir peut-être dans des rôles un peu plus précis sur la saison prochaine. De toute façon, le jeu de domino, il est tellement à la fois prévisible et marrant à voir qu'imprévisible du côté du Thunder, c'est-à-dire, ah tiens, en scred total, finalement, ils n'ont pas conservé Luguensdort, bon, et ben Hamidou Diallo, il step up, et il reprend toutes les charges, et ça devient une des belles histoires du Thunder pour la saison prochaine. Enfin, c'est tellement prévisible, tu vois, genre le truc. Luguensdort, arrête. Quoi ? J'en parlerai plus tard. Ils vont le conserver, Luguensdort. Non mais oui, je parle pas de ça. C'est simplement, tu vois, c'est un exemple. C'est un exemple sur le fait que, en fait, un mec comme Hamidou Diallo et tous les autres jeunes, ils vont pouvoir les conserver. Les rôles des joueurs étaient tous définis et ça, dans le point tactico-technique, on ne peut que féliciter Donovan là-dessus. Donc tu t'es construit autour de ta triplette d'arrière. T'as laissé Steven Adams faire ce qu'il sait faire sous les cercles. Oui. Du déménagement et puis un peu gratter du rebond, marqué de près, quoi. Hein, c'est ça. Steven Adams. C'est ça. Gallinari, mine de rien,
Lui-même, il s'est bien adapté parce qu'on le sait, c'est un joueur intelligent, Gallinari. Et en plus, il a été mis dans beaucoup de situations qu'il aime, qui lui sont favorables. Donc c'est soit de l'extra passe avec du shoot un peu ouvert pour Gallinari, ou, comme il sait très bien le faire, un peu d'ISO dès qu'il y a des switches qui lui sont favorables. Un peu de post-up et des lancers provoqués, ouais. Et dès qu'il y a du switch un peu favorable, il est malin, Gallinari. Clairement. Lui a fait le boulot, Gallo. Ah ouais. C'était aussi la contractière, donc il le fallait bien, parce que Gallo va être... on connaît la bête, hein. Gallo va être un des noms les plus intéressants sur le marché de cet été, parce qu'il y a des équipes qui veulent bien essayer d'intégrer ça dans leur effectif et avoir 18 points de tous les soirs avec 6 lancers provoqués et 40% à 3 points. C'est ça, et de l'intelligence, vraiment en attaque. Gallo, là, à ce niveau-là, on peut pas lui enlever ça. Hein. Non, le mec, entre lui et Chris Paul, dès qu'il y a une mismatch, Chris Paul il la voit, Gallo il l'exploite. Alors, tu vois, genre, ça fonctionne, quoi. C'est quand même malin. Tu avais perdu notamment Westbrook et Paul George, donc c'est ce qui faisait que, en soi, sur le papier, tu étais censé devenir une équipe beaucoup moins haute dans le classement des équipes les plus athlétiques. Enfin, je veux dire, OKC était considéré comme une des bêtes athlétiques de la NBA depuis 10 ans. Tu l'es plus, tu n'es plus pareil. Tu ne l'es plus tout à fait. Par contre, encore une fois, il y a le Big Three, entre guillemets, enfin le Small Big Three, qui est souvent mis en avant. Tout ce qui est autour, c'est du chien de la casse, c'est du punk à chien qui va aller se défoncer en défense et en attaque. Enfin, je veux dire, il y a du gros athlète qu'ils ont utilisé pour les envoyer à la mine, quoi. Et ça reste hyper athlétique. Même le rookie là, le fils de Tayshaun Prince là, comment il s'appelle? Darius Bazley. C'était génial. Lui, mine de rien, il est pas épais encore, hein, mais v'là l'athlète. Bien sûr. Et donc tous ces gars-là connaissaient leur rôle et difficile de dire quoi que ce soit à Billy Donovan qui est passé ces 2 dernières années de punchline d'apéro de chaque fin de saison du Thunder à tiens, pourquoi ne pas continuer avec Billy en fait? Il est chelou, lui, je sais plus quoi penser de lui à force. Il est chelou. Il est chelou. Je vais me permettre... en fin de saison dernière, quand on essayait de voir ce qui se passait avec Paul George, Westbrook, etc., on avait parlé du fait que Billy Donovan avait enfin la possibilité d'avoir un tout petit peu de continuité. Bon, ça s'est tout de suite explosé avec le départ de Westbrook et Paul George. Mais par contre, NCAA style, on l'a toujours vu s'éclater à Florida en tant qu'entraîneur. Là, il a eu un effectif où en fait on lui a mis que des gamins avec 2-3 vétérans et démerde-toi pour essayer de construire un jeu, ça lui va beaucoup plus que d'être tous les soirs sur ESPN et d'avoir la pression sur les épaules quand même. Ouais, ça lui va beaucoup mieux, tout à fait. Je pense que ça là-dessus, ça lui va un peu plus. En tout cas, je te suis sur le fait que je sais pas trop encore quoi penser au global. Je sais pas où le situer, je veux dire. C'est clair qu'il y a des money time, tu t'es dit, est-ce que c'est le génie de Billy Donovan ou est-ce que c'est le génie de Chris Paul. Et là, j'aimerais bien... Là, c'est là où je suis frustré, j'aurais bien aimé que ça continue et de voir un peu comment ce Thunder arrive en playoff et qu'est-ce qu'il fait rien qu'au premier tour déjà. C'est sûr. Genre là, demain, s'il y avait eu un Jazz Thunder. Tour. J'aurais bien voulu voir ça, moi. Tu sais pas trop comment juste pour voir un peu ce que ça donne. Exactement, trop dur à pronostiquer. Dans tous les cas, voilà pour le point tactico-technique. Une des équipes les plus kiffantes à regarder jouer cette saison au OKC. Et donc là-dessus, félicitations Billy et son staff. Nous, Alex, on va se poser une grosse question. The question of the death. Tout à fait, c'est l'heure de la question de la mort. La question de la pregunta de la muerte. Nous sommes sur la question de la mort du Thunder. Vous le savez, pour chaque franchise, on se pose une grosse question. Que se passe-t-il à OKC ? Eh bien, la question de la mort est la suivante. C'est une véritable bulle, c'est un rêve, que dis-je ? Ces derniers mois, ce qu'on vient de voir à OKC, c'est assez incroyable. C'est un rêve de quelques mois. Est-ce que c'est un rêve qui peut se prolonger ? Est-ce que c'est un rêve par rapport aux options que possède Sam Presti qui peut être conservé ? Le Thunder, l'année prochaine et les années prochaines, c'est quoi en termes de décision ? T'as bien dit le mot, décision. Parce qu'il va y en avoir un paquet à prendre. Parce que ce qui est... Déjà, le premier truc, c'est que t'as raison. Il y a un côté rêve dans cette saison. Pour les fans, pour les joueurs, pour les dirigeants même. Attends, pour les dirigeants. Là, t'es Sam Presti, là. Tu fais, attends, j'envoie SMS à Daryl Morey, là. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, bien sûr. Genre, on sait très bien ce qu'il y a dans ce SMS. Hein. Bref, je veux pas le faire à l'écran, là, parce que sinon on va dire... Emoji majeur. Voilà. Mais, donc... Il y a vraiment un côté kiff, un côté rêve. Après, va y avoir des situations contractuelles à gérer. Donc, c'est le lot quotidien de chaque GM en NBA. Hein, puis Presti l'a déjà prouvé par le passé que ça lui faisait pas peur.
il va y avoir un côté genre... Parce que, en fait, le Thunder, là, nous, on était tous là en mode, ok, full rebuild. Westbrook, Paul George, tradé, asset, jeune, pick de draft, full rebuild. Et on était en mode genre, qu'est-ce que tu fais d'Adams, qu'est-ce que tu fais de Chris Paul, en gros, tu vois, pour dégager le maximum de salaire. Sauf que là, bon, la saison est arrêtée, mais t'as gagné plein de matchs, t'as bien joué. Donc, quelles vont être les décisions futures de Presti ? Bon, il va falloir foutre un gros salaire à un moment donné à Shai Gilgeous, on l'a compris. Celle-là, elle est pas dure à prendre, t'es d'accord ? Non, c'est sûr. Mais par exemple, j'ai envie de te dire là, si par exemple ça reprend pas du tout là, ok, c'est terminé là, ça s'arrête, saison blanche annulée, vous appelez ça comme vous voulez, et donc on enchaîne sur une intersaison. Qu'est-ce que tu fais là si t'es Presti ? T'as plein d'assets. Hein. J'ai fait le tour des pics de draft, c'est un truc de grand malade mental, je vais y venir après. Mais déjà, est-ce que t'es là, tu fais, ok, bah tu sais quoi, le contrat de Chris Paul, je vais le payer, on va travailler autour de lui avec des jeunes. Par contre, j'essaye de trader Steven Adams, et puis je vais quand même voir Gallinari pour voir s'il n'y a pas moyen de moyenner à pas trop cher, par exemple. Tu vois, en gros, tu gardes le noyau, mais tu l'étoffes avec des assets et des jeunes. Est-ce que c'est ça ton plan ? Bah, ou est-ce que tu fous tout le monde sur la liste des transferts ? Là, t'as fait une bonne saison pour te refaire, mais en fait, tu dis non. Le plan, c'est pas As. Le plan, c'est Shai Gilgeous-Alexander plus assets. Bah, le truc, c'est que je pense que si tu demandes aux fans s'il y avait un sondage qui a été fait à OKC, le coup de cœur est tel pour cet effectif qu'à mon avis, la plupart des gens, même qui nous écoutent là et qui nous regardent, vont dire tu conserves. Ça se passe trop bien, le groupe vit trop bien, on a envie de conserver, etc. Sauf que, évidemment, c'est pour ça qu'on parle notamment du terme de rêve là, de 1 an, parce que c'est sympa ce coup de cœur, mais il y a un moment aussi où il faut peut-être se réveiller, à voir. Et c'est le point que tu soulignes, c'est quand en octobre dernier, on a fait la preview, est-ce que on aurait pu imaginer que Chris Paul et Dennis Schroeder puissent avoir cette cote sur le marché ? Putain. Non. Je veux dire, c'est quand même un miracle. Enfin, et c'est pas contre Schroeder et Chris Paul, hein, mais là, s'il y avait bien un moment idéal sur 1 milliard de scénarios sur lequel tu peux les rendre transférables, c'est là. Je suis d'accord. Surtout Schroeder. Chris Paul, on garde l'inconvénient de son salaire, qui est bien évidemment beaucoup trop énorme pour un joueur qui va quand même avoir 35 ans là en mai, Chris Paul. Oubliez ça quand même, c'est quand même pas rien. 35 ans. C'est pas, en plus c'est un joueur qui se blesse et tout, c'est pas le plus athlétique de la bande. Donc il peut jouer comme ça encore un moment, Chris Paul. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'il est intelligent et tout. Ok. Mais 35 ans quand même, 40 patates pendant encore 2. Enfin, il y a encore... Il n'y a pas tant de clients que ça, en fait, qui vont te mettre un vrai trade en face. Alors non, c'est sûr, mais il y en a. Il y en a sûrement. Je pense qu'il y en a. Faut les chercher, il faut voir ce qu'ils disent. T'as peut-être des idées. Je vais juste, on va y revenir après à Chris Paul. Juste, par contre, Schroeder, 15 millions et demi avec la saison de 6e homme qu'il vient faire. Ah, mais alors là, laisse tomber. Là, tu peux avoir de la cam, si t'en veux. Oui, bien sûr. Après, il a que 26 ans. Est-ce que t'as pas envie de le garder une saison pour 15 millions, finalement ? Tu peux peut-être. Après, on sait qu'il va y avoir de la gourmandise. C'est-à-dire que Schroeder va se ramener sur le marché des agents libres la saison prochaine et se dire, genre, les gars, j'étais une darling il y a encore 12 mois. Donc, je veux le max. Donc, attendez. moi au Terry Rozier, vous foutez de ma gueule. Vous foutez de ma gueule, je veux 2 fois plus. Mais envoyez-moi Kemba Walker, je le mets dans ma poche. Et il aura ses arguments à lui. Mais du coup, il y a un slot, tout à fait. Il y a un slot entre maintenant et la deadline 2021 où tu dois voir ce que OKC va faire parce que tu ne peux pas perdre Schroeder contre rien et tu ne peux pas surtout regarder en arrière et te dire putain, il avait une cote maximale en avril 2020 là. Et on n'a rien foutu. Et c'est toute la difficulté des décisions que doit prendre Sam Presti là dans les mois à venir. C'est-à-dire, est-ce que tu essayes de surfer un peu sur ce rêve ou est-ce que tu le casses direct de manière très froide, très managériale parce que, a priori, c'est la décision la plus réaliste à prendre. Ouais, bien sûr. Et j'ai bien dit a priori parce que le sport, c'est pas une science exacte. Non, tout à fait. Donc c'est pas toujours évident. L'un des avantages de la situation en tout cas réelle, c'est qu'il y avait un vrai... Le risque n'était pas énorme, mais on sait que quand il y a eu le trade de Paul George, la pièce principale qui est revenue au-delà des pics par demi-douzaine, c'est évidemment Monsieur Shai Gilgeous-Alexander. Bon, quand on parle de projet et d'avenir, au moins tu sais une chose, c'est que Ça c'est cool. Ça c'est cool. L'idée c'était de savoir si ça peut devenir une star. Oui, je pense qu'on a la réponse. Oui, je pense que ça peut, tout à fait, je suis d'accord. Donc ça là-dessus dans le projet, c'est cool.
Ça, c'est très très cool. En plus, le fait qu'il ait eu là une année mentoré par Chris Paul, c'est encore plus cool parce que je pense que ça ne peut que lui faire du bien en termes d'approche de jeu, tactique, machin et tout. Ça, c'est sûr et certain. Après, Chris Paul, pour en venir à lui, tout à l'heure, tu disais, ouais, il y a des mecs qui vont te mettre des vrais trades sur la table. Je veux bien savoir à qui tu penses, toi. Parce que c'est pas si simple. Alors, c'est sûr, c'est pas si simple. Mais là, ce que Chris a rappelé, en redevenant All-Star, en faisant la saison qu'il fait, en mettant des gens en avant, etc., je suis persuadé qu'il y a des équipes qui sont dans cette espèce de middle et qui veulent passer le cap up, le cap supérieur, et qui se disent « Oh putain, si je mets un Chris Paul dans mon effectif, certes financièrement c'est pas top, par contre je peux devenir un contender. » Je prends un exemple, ça a été quelque chose dont on a parlé au long de la saison. Comment est-ce que ça se passe si par exemple tu changes un petit peu la morphologie des Sixers et que tu mets un Chris Paul à la tête? Et je suis pas en train de faire un focus sur Ben Simmons, c'est un dossier dont on a déjà parlé, et notamment avec les fans des Sixers dont on avait déjà parlé tout au long de la saison, et où en fait tu te retrouvais dans un schéma où tu as vraiment un pur meneur avec un pur intérieur. D'accord, mais tu voudrais dire que les Sixers échangeraient, et encore qu'il faut mettre Ben Simmons plus autre chose, parce que le contrat de Ben Simmons qui va kicker là doit plutôt être dans les 27-28 et pas à 40 ans. Je ne m'occuperai pas de Ben Simmons personnellement. Tu veux dire quoi? T'essaies de fourguer Harris ou Horford? Et tu les massacres en termes d'assets. Mais quel est l'intérêt pour OKC? Tu les massacres en termes d'assets. Pareil, vous ne draftez plus du tout sur la décennie 2020, les frères. Et je dis pas que c'est facile à faire. Je dis simplement des équipes comme ça. On a eu des rumeurs autour de Miami. Qui drafte plus? Attends, excuse-moi, je comprends pas ton trade en fait. Le trade, c'est que simplement d'un point de vue salarial. C'est quoi ton trade? Vas-y. D'un point de vue salarial. Pour équilibrer avec le salaire de Chris Paul, il faut que tu renvoies quelque chose d'assez mastoc en face. Donc typiquement, donc Tobias, pour moi c'est typiquement c'est Al Horford. C'est-à-dire bon allez, ça marche pas pour vous, allez-y. On vous enlève une épine du pied. Donc on vous reprend Al Horford. C'est OKC qui prend des assets aux Sixers avec Horford. Ah tout à fait. Donc OKC leur prend Horford et Josh Richardson pour faire le boulot en termes de salaire, par exemple. Par exemple. Parce que Horford, ça suffit pas. Tout à fait. Et en plus, leur prend plein de pics. Par exemple. C'est ça ton idée. Par exemple. D'accord ? Oui. Ok. Est-ce que tu es sûr que c'est très intéressant pour le Thunder, ça ? Ah bah si tu récupères du pic de draft, encore une fois, toute la question est le pari. C'est-à-dire que si on regarde sur les 6 derniers mois, ce trade n'a pas de sens. Je suis d'accord, parce que Chris Paul a évolué à un niveau de Chris Paul. Si par contre, on regarde la situation à 18 mois, c'est-à-dire 18 mois en arrière et 18 mois en avant, d'avoir des pics de draft contre Chris Paul, 35 ans, avec 40 millions puis 44 millions, c'est pas toi, mais moi, perso, je réfléchis très fort. D'accord, mais tu as aussi autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est que en termes d'assets et de pics de draft, t'es déjà blindé. Donc ça veut dire que ces assets, ces pics, tu vas pas drafter tout ce qu'ils ont, rien que ce qu'ils ont déjà. Je te parle même pas d'en rajouter. Mais rien que ce qu'ils ont déjà, c'est déjà une question dans la question. C'est qu'est-ce que tu vas foutre avec tous ces pics de draft en fait. Tout à fait. Mais ça c'est la flexibilité, c'est la monnaie actuelle. Ouais. Enfin, vas-y, fais-le. La monnaie, mais c'est une monnaie qui n'est pas valorisée en termes contractuels. Je veux dire, en termes de contrat, c'est zéro. Donc, dans les trades, c'est des assets que tu mets pour bricoler tes trades. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'il n'y a pas d'autres chemins où OKC trade Chris Paul en mettant lui un asset. Si, tu peux aussi, tout à fait. Parce qu'en face, tu récupères des putains de joueurs jeunes que tu vas pouvoir faire jouer vraiment chez toi. C'est un autre modèle, mais personnellement, je n'arrive pas à avoir trop, personnellement, de franchises qui vont dire « Oui, nous allons te donner un jeune à fort talent contre un joueur qui pèse 40 puis 44 millions dans notre salary cap. » J'arrive pas à avoir ce modèle-là. Personnellement, je pense que si Chris Paul il est échangé contre quelque chose, je sais pas si tu as des cibles en tête. Je réfléchis. Évidemment, il y a ce modèle-là qu'on connaît bien, c'est pour faire avaler un gros bonbon, enfin pour faire avaler une grosse courgette, comme on dit, lol, tu fous un bonbon au-dessus ou de la sauce et donc tu fous un pic de draft. Mais qui serait capable de dire, bien sûr, je vais prendre ce pic-là et un Chris Paul assez cher en te donnant un jeune talent? En fait,
il y a cette question, j'y viens après, mais déjà, regarde, 2020, donc ils ont leur pic tous les ans, là, jusqu'en 2000, on va faire que jusqu'en 2024, c'est déjà pas mal. Ils ont leur pic tous les ans, hein, le Thunder, déjà. Bon, en même temps, cette année, a priori, tu vois, ça va peut-être pas être le pic le plus haut. Par contre, à chaque fois, ils en rajoutent. 2020, t'as le pic des Nuggets, protégé indice, donc c'est bon, il est pour toi. 2021, en plus de ton pic, tu rajoutes le pic le mieux placé entre Houston et Miami. Donc je parle que de first pick, hein. Les seconds tours, il y en a plein aussi, mais je les valorise un peu moins quand même, faut pas exagérer. 2022, en plus de ton pic, tu auras celui des Clippers, sec, pas protégé, rien, tu l'as. 2023, en plus de ton pic, tu auras celui des Clippers si jamais il est meilleur que le tien. Et 2024, tu as toujours ton pic. T'as le pic de Houston protégé 1-4, donc a priori il va tomber chez toi, plus le pic des Clippers. Donc tu as une cam absolument déjà invraisemblable, rien qu'en termes de first pick. Ouais. Je suis pas sûr que dans la stratégie de Presti, t'aies envie d'en rajouter. Après, je peux me tromper, hein, mais voilà, donc je fais exprès, hein, je mets l'hypothèse opposée à la tienne, et donc est-ce qu'il n'y a pas des cas où, en fait... Moi, je crois vraiment que là, quand tu regardes le niveau de Chris Paul, il y a des franchises qui s'y penchent sérieusement. Là, je parlais de Philly, c'était une hypothèse. Mais quand tu es Pat Riley et que tu vois comment ça se passe avec ton effectif et qu'il y a eu des rumeurs, et je dis pas qu'elles étaient fondées ou infondées, mais simplement, si tu regardes la perspective dans une franchise compétitive, avec un super staff médical, etc., qui récupère un Chris Paul, putain, tu fous Chris Paul à côté d'Adebayo et de Jimmy Butler, on parle de quoi ? On parle d'une bonne équipe, ouais. Enfin, d'une bonne équipe, on parle de... Enfin, ils sont quatrième sans Chris Paul, hein. Donc, si tu rajoutes Chris Paul à cet effectif, je pense que ça commence à très sérieusement tousser à Toronto et à Après, Boston. Pour le coup, je pense qu'il a vraiment pas les assets, là, Pat Riley, pour le coup, là. Je vois pas comment... Enfin, je vois pas trop... Donc qu'est-ce qu'il met ? Tout à fait. Donc, tu ne peux... Comment tu fais ? Parce que du coup, le contrat d'Dragic est expirant, donc tu sais pas trop comment tu peux faire, quel contrat tu vas mettre dans la balance. Tu sais déjà débarrasser de James Johnson. John Waiters, c'est parti. Tu vas faire quoi ? Tu vas envoyer un Iguodala au KC avec Tyler Hero et un pick de draft ? Bon, c'est un peu chum quand même. Je sais pas si Presti il prend. Hein, et je sais pas non plus si Presti il prend. Tout à fait. Non, c'est parce que tu me parlais de jeunes à option. Non, donc, mais tout à fait. Tyler Hero, tu vois, ça pourrait à la limite rentrer dans ce truc, mais à quel point on extrapole. Je pense qu'il y a des franchises qui seraient capables de se pencher sur le dossier Chris Paul. Et par rapport à ta question sur l'utilisation des pics de draft, oui, trop accumuler de pics de draft, c'est pas vraiment la meilleure des choses. Ça sert à rien, on le sait. Alors, il faut les utiliser. Enfin, ça sert à rien, on le sait. Je suis pas tout à fait d'accord. Ça sert à rien. Une des plus grosses monnaies qui existent aujourd'hui, ce sont les pics de draft. Oui, mais il faut les utiliser en monnaie. Quand je dis ça sert à rien, tu vas pas drafter tout ça. C'est ça que je veux dire. Alors, en fait. Certes, t'es pas censé drafter tout ça. C'est ça que je veux dire. Tout à fait. T'es pas censé drafter tout ça. Sauf que, comme modèle, par exemple, là, on parlait de modèle direct, c'est-à-dire joueur contre pick, etc. Mais si tu es au KC et que tu as, par exemple, je dis n'importe quoi, un nouveau trade qui est fait pour Chris Paul, et donc du coup, tu as 3 premiers tours de draft sur les 5 prochaines années. Tu vois, je dis n'importe quoi, mais tu en as 3. Déjà, première option, tu peux monter à la draft. C'est-à-dire que soudainement, tu n'es plus aux places 3, 13 et 24, mais tu fais un package et tu es en place 1, ou tu es en place 2. Et donc, tu peux faire des packages pour chaque année te retrouver bien drafté. S'il y a bien une franchise qui a montré qu'elle a été capable de bien drafter, c'est le Thunder. Donc, du coup, tu peux aussi faire confiance à ta capacité, toi, en interne, à trouver les joueurs de bon talent. Mais donc, tu es d'accord avec moi que tu draftes pas 12 fois sur les 4-5 prochaines années. C'est juste ça, c'est pas sûr, 12 joueurs. Tu ne draftes pas 12 joueurs. Tu bricoles d'une manière ou d'une autre pour essayer d'avoir le meilleur niveau possible. Tout à fait. Mais donc, si tu vas aller voir... les Cavs, par exemple, et que les mecs, ils ont récupéré le premier choix de draft, et que tu as vraiment envie d'avoir Anthony Edwards ou James Wiseman ou un autre gars, Cole Anthony et compagnie, etc. à côté. En soi, tu peux leur proposer tout à fait ton pick de draft. Mais si tu en as plusieurs, tu peux faire des vrais packages et dire aux Cavs, les mecs, vous êtes en pleine reconstruction, vous avez peut-être des doutes par rapport à ce type de joueur-là parce que vous êtes assez bien sur les postes 1 et 2 par rapport à vos anciennes drafts. On vous propose plusieurs picks. Il y a ce modèle-là aussi. Enfin, moi, notamment, tu vois, c'est ce que j'ai vu récemment avec ce qui s'est passé à Atlanta. Tu vois, c'est qu'il y a eu une accumulation de picks pour qu'à un moment, il y ait strike. Genre, bon, bah allez, on va balancer des picks et on va faire Cam Reddish et DeAndre Hunter. Je dis pas que c'est le strike de la décennie, évidemment, mais par contre, ce sont des options qui ont été envisagées parce qu'il y a eu accumulation de picks. Est-ce que pour l'instant, les reconstructions d'équipes via la draft
qu'on a vu sur les dernières années, là, qui est à Atlanta, tu fais bien d'en parler. En tout cas, je veux dire, vous avez accumulé du pic et puis vous avez quand même eu le nez sur Trae Young, bon, même si on peut discuter par rapport à Doncic, mais je veux dire, Trae Young, c'est un joueur auquel tu peux filer des clés d'un jeu. John Collins, c'était plutôt bien joué. Enfin, je veux dire, Atlanta, en termes de draft, c'est pas dégueu. Enfin, ça va, quoi. On verra à Reddish Hunter ce qu'ils donneront vraiment. Mais donc voilà, pour l'instant, vous êtes encore dans les abysses du truc. Bon, c'est dur de juger, du coup. Les Sixers, process, draft, Embiid et Ben Simmons, du coup. C'est ça, les deux produits qu'ils ont réussi à sortir de tout ce qu'ils ont drafté ces dernières années. Je dis pas que le reste est inintéressant, hein, mais je veux dire, c'est différent. Après, il a fallu rajouter des gros joueurs autour. Là, on a vu qu'Elton Brand, c'était un peu plus le bordel. Les Celtics, Henge, Plan Pick, ça commence un peu à prendre forme. Tatum, Jalen Brown. Quand même. Oui, d'accord, mais t'as quand même à un moment donné, tu dois prendre. Ce que je veux essayer de dire, c'est que oui, il faut choper des bons jeunes, et les bons jeunes, bah, c'est souvent à la draft que tu les chopes, évidemment. Des fois, tu arrives à les récupérer en trade, mais c'est pas simple. Souvent, il faut lâcher de la star. Paul George, t'as Shai Gilgeous, par exemple. Mais à un moment donné, et Presti le sait très bien, si tu veux avoir une équipe qui se reconstruit et qui redevient très compétitive, il faut trouver le mix entre des jeunes et des vieux, donc avoir les bons mecs que tu as draftés, que tu as fait monter, et réussir à foutre, bah voilà, Boston, ils ont tenté Hayward, bon, c'est compliqué. Là, ils viennent de mettre de l'argent sur Walker. Donc, ce que je veux dire juste, c'est qu'est-ce que va faire Presti ? Est-ce qu'il n'est pas en train de se dire, tu sais quoi, vas-y Nick, moi je paye Chris Paul jusqu'au bout, et par contre je de draft, et je mets des jeunes, et je vois un peu les meilleurs, et quand Chris Paul partira, j'aurai du cap, et je verrai ce que je ferai. Peut-être, bien sûr, et quelque part, je pense qu'il est très content de voir que, de toute façon, à partir du moment où tu as Chris Paul, même s'il est blessé, ta franchise, elle est, enfin, je veux dire, c'est stable, quoi. On peut dire ce qu'on veut des Clippers quand ça s'est passé, mais les mecs évoluaient dans un cadre carré. Je veux dire, si tu as des jeunes qui évoluent sous la houlette de Père Castor Chris Paul, t'es content, c'est sûr. T'es content de l'avoir. Parce que là, ce Thunder, Bastien, si jamais il restait tel quel, concrètement, est-ce qu'il peut faire tellement mieux que ce qu'il fait déjà ? Non, vraiment, il y a la marche sur Shai Gilgeous, peut-être, allez ? Peut-être, mais Danilo, moi, je ne le vois pas rester. Ouais, puis même, est-ce qu'il jouerait mieux ? Ce qui serait mais plus voilà, fort. donc moi c'est pour ça que je parle vraiment de la question initiale, c'est une question de rêve, c'est-à-dire que là tu as coché tellement de cases par rapport à ce que tu es capable de mettre sur certains joueurs et les booster sur le marché, et Sam Presti, là il peut vraiment prendre des décisions qui vont être déterminantes pour l'avenir du Thunder. Toi personnellement, si tu étais lui, tu ferais quoi sur les 6 prochains mois, pour résumer hein. J'essaye de trader tous mes gros contrats. J'essaye. Et j'essaye d'avoir pas que de l'asset de draft, j'essaye d'avoir des joueurs plus jeunes. Genre, t'as mentionné un trade avec les Sixers, en fonction de ce que tu peux choper, pourquoi pas ? S'il y a un petit Josh Richardson à développer là-dedans, même si je suis pas sûr de sa compatibilité avec Shai Gilgeous, donc je suis pas sûr que ce soit le meilleur trade sportivement parlant, mais je vais voir un peu tout le monde et j'essaie de profiter de la cote de Schroeder. Pourquoi pas de celle de Steven Adams, hein ? Un expirant de 27 millions, ça se trouve ça va intéresser des gens. Non, mais hein. ça va intéresser des gens. Je sais que vous, à Atlanta, à un moment, vous y avez réfléchi. Il y aura des équipes qui voudront un pivot, expérimenté, c'est sûr. Mais en gros, je passe des coups de fil et je dis, les gars, j'ai Chris Paul, ok, il est cher, mais vous avez vu comment il est fort. S'il faut vraiment, je mets un petit pic de draft en fonction de ce que vous voulez me proposer. J'ai Schroeder, vous avez vu un peu la brute que c'est en sortie de banc. J'ai Steven Adams, bon, ok, d'accord, mais contrat expirant. Bref, je mets ces joueurs-là et j'essaye de... Tant pis, le rêve, c'était 1 an, mais j'essaye de continuer ce que je pense qui était le projet de Presti à la base quand il a compris qu'il allait, qu'il allait perdre Westbrook et Paul George. J'essaie de continuer ma voie. Ok, je pense que là-dessus, évidemment, comme je te l'ai dit, de toute façon, je pense que les gens l'ont bien vu dans la question de la mort. Moi, j'essaie d'être assez agressif quand même sur certains dossiers, en effet, de possibles transferts. J'ai juste, voilà, j'ai cette... c'est pas une crainte non plus, parce que c'est bien, les fans de Casey ont kiffé, mais j'ai juste, il existe ce scénario, cette perspective dans laquelle tu as vraiment vécu une saison rêve là de 1 an, et en fait les perspectives qui ont été dessinées en preview de la saison dernière se réalisent en fait la saison suivante, parce que finalement d'autres franchises ça joue mieux, et puis finalement dans le clutch tu n'es plus à 16 victoires 1 défaite, mais en fait t'es à 4 victoires 12 défaites, parce que finalement Chris Paul n'a joué que 45 matchs. Enfin voilà, il y a beaucoup de planètes qui ont été alignées sur cette saison, et il faut peut-être en profiter d'un point de vue management. Ouais. Dans tous les cas, dites-nous vous ce que vous en pensez sur cette longue question de la mort. Nous, Alex, on va décerner un trophée. The Golden. Tout à fait, c'est l'heure du Gérard d'or.
Le Gérard d'or. Le Gérard d'or. Alex, spatule time. Allez, où ma spatule ? Allez, la spatule. Allez, un backflip. Et c'est réussi, c'est très propre, c'est magnifique. Vous le savez, c'est le Gérard d'or, c'est le trophée du peuple. On le décerne à chaque équipe. Il y a un joueur qu'on a adoré regarder et qu'on a très hâte de suivre sur les prochains mois. Alex, c'est qui ton Gérard à OKC ? Luguentz-Dort. Oui. Ouais, grave. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est un two-way contract. Hein. Je crois qu'il a même pas eu le temps qu'il était question pour OKC de lui faire signer un vrai contrat. Mais je crois qu'ils n'ont même pas eu le temps de le matérialiser parce que la suspension de saison est arrivée trop tôt, enfin trop vite. Mais je crois que c'était dans les tuyaux. Ils étaient en train de lui faire un spot et de le signer vraiment. Et c'est logique. Sur la petite trentaine de matchs auxquels il a pu participer, puisqu'à la base il n'était pas dans l'effectif, hein, je répète, tout est contract. Il avait fini sur la fin par carrément être titulaire. Bien sûr, bien sûr. Luguentz-Dort. Et titulaire en charge de quoi ? De faire chier au maximum le meilleur extérieur adverse. Et franchement, sur ce que j'en ai vu, waouh, il est capable. Moi, j'adore. Hein. Je suis un gros fan. Cette espèce de petit frère de Marcus Smart, là, moi, ça me fait kiffer, moi, perso. Ça me fait kiffer. Alors, évidemment, on va pas se mentir, il y a du taf au shoot, en dribble. Il y a du taf technique global en attaque. Bien s'entendre avec André Robertson. Mais, franchement, d'accord, mais en fait, je pense que... C'est un coup de cœur, Luguentz-Dort, parce qu'il a un cœur gros comme ça. C'est un coup de cœur, c'est un vrai Gérard. Je pense que ce qu'il a en lui, c'est beaucoup plus difficile à acquérir, voire impossible, par rapport à éventuellement progresser techniquement. Après, Luguentz-Dort va pas devenir Kyrie Irving, hein, c'est pas ce que je dis. Mais il peut peut-être devenir ne serait-ce qu'avec du travail, un shooter à peu près respectable. Comme PJ Tucker a réussi à le faire, comme Marcus Smart est en train de réussir petit à petit à le faire, tu vois, ce genre de choses. Tu vois, ça c'est possible. Après, tu lui confieras jamais le jeu, hein, ce genre de choses, mais c'est pas grave. Tu t'en fous, c'est ton pitbull, c'est ton gars, genre, tiens, bah alors ce soir il y a James Harden en ville, tiens, demain, t'oublies pas, il y a CJ McCollum et Damian Lillard, tiens, il y a Jason Tatum, tiens, il y a machin, tiens, il y a un truc, tu vois, c'est un gars qui, je pense, peut vraiment devenir l'espèce de compagnon de guerre de Shai Gilgeous-Alexander. Ok. Un compagnon, après il sera peut-être pas titulaire, à terme t'as pas ce mec là titulaire, mais qui sort du banc, le mec qui se bat tout le temps, le mec qui va mettre la tête là où toi ou moi on n'oserait même pas mettre le pied, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, tu vois, il t'en faut dans des teams. Moi je le kiffe. Il fait partie là sur les 30 matchs qu'il a joué là, il fait déjà partie de la All NBA Team. Les écrans, j'en ai rien à faire. Je ne sais pas combien d'écrans il est passé en dessous cette saison. Je crois qu'il est passé strictement au-dessus des écrans 99% du temps. Mais quand il passe en dessous, c'est un highlight, mec. C'est un highlight. Non, là-dessus, il est vraiment cool. Il suit dans le short en permanence, ouais. Techniquement, offensivement, hein, voilà, j'ai pas parlé de production dans ce Gérard d'or parce que franchement, je m'en fous de sa production. Je parle de points rebond, il peut devenir correct, mais voilà, on s'en fout. Par contre, s'il y a bien un truc qui est sûr, c'est que en termes de... Il a le cœur, mais il a aussi un bon instinct défensif. Sur l'homme, dans les mains, il peut piquer les ballons et tout. Non, franchement, je le kiffe. Moi, je suis Sam Presti, ça c'est sûr. Lui, je vais le voir. Il fait, attends, gros, je vais pas te mettre un gros contrat, mais est-ce que tu veux être là pendant 5 ans ? Je vais pas te mettre un gros contrat, mais je te... gros, oui, mais long. Pas... d'accord, voilà, ok, dans ce sens-là. Genre, je vais te donner... est-ce que ça t'intéresse de prendre... 10 millions sur 5 ans. Ouais, non, mais je sais pas. Et qui joue au Monopoly. Tu lui mets ce que Dallas a mis à Dorian Finney-Smith, tu vois, des 3-4 patates l'année là, sur 3-4 ans. Tu lui donnes ça. Pourquoi pas ? Tu lui donnes parce qu'il va te le rendre au centuple. Pourquoi pas en effet, monsieur Luguentz-Dort, c'est à surveiller de très près, je suis bien d'accord. Mon Gérard, personnellement, c'est monsieur Darius Bazley. Très fan. Moi je suis très fan de Darius Bazley. C'était un pick de draft, c'est labellisé Sam Presti. Labellisé Thunder. Ouais, on est sur un freak athlétique qui rentre dans la International University of Oklahoma, donc c'est-à-dire qu'en gros tu es un freak et donc on sait pas ce que ça va donner, mais d'ici 2-3 ans il y a moyen que tu puisses tenir tête à tous les ailiers physiquement de la NBA, puisqu'il est long, il est mobile, il saute haut, il a les bras il se gratte les genoux sans se baisser, Darius Bazley. Et lui aussi, Et mental, Et il y a du mental et vraiment, il y a eu cette saison. Alors,
il a 19 piges. Donc en termes de régularité et d'approche dans le jeu, il y a du travail. Mais il y a des séquences, nom de Dieu. Et pour ceux qui ont vraiment maté le Thunder cette saison, il y a des séquences de Darius Bazley où tu fais, attends, d'accord, en fait il est point forward, il a lâché une bounce pass là en plein trafic là en pick and roll. Attends, il a contré le pivot là. Après il a défendu sur 3 postes la possession précédente, il a boxé au rebond et il s'est mis dans le corner, il a rentré son 3 points. Il y a une espèce de Holy Trinity autour de Darius Bazley. Je ne sais pas quel est le plafond, mais par contre là dans ce laboratoire d'OKC qui nous a sorti les gars je veux dire, sur les 12 dernières années, OKC nous a toujours sorti des gars de manière régulière qui étaient assez fous. On ne savait pas qui étaient Westbrook, Harden, Ibaka, Durant, Reggie Jackson, machin truc, Steven Adams ou autre. Et ben franchement, si je dois mettre tous mes sous sur un projet à développer, c'est Darius Bazley. Mais alors fort. Ah, j'aime beaucoup. Par contre, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de la technique de Luguensdort. Pour moi, Darius Bazley, il a autant, si ce n'est plus de travail. Oh, t'es un salaud! Ah bah alors là, attends, technique de shoot. Non mais attends, technique de shoot. Oui mais sans problème. Non mais bien sûr, technique de shoot oui, mais juste en termes de handle, enfin je veux dire Luguensdort. Handle, Bazley est devant. Ah bah il est giga devant quand même. Enfin je veux dire, il est capable de tenir un pick and roll. Il est vraiment crade, hein, Bastien. Au shoot, bah dans les. Crade, non mais crade, bien crade, sûr, crade, mais crade. il est crade aussi dans le pourcentage. Mais moi je trouve pas qu'il y a un si gros à 19 piges. Je trouve pas que ce soit un truc. Scandaleux sur lequel il pourra pas travailler quoi. Enfin je veux dire. T'as vu ses lancers francs? Tout à fait. Mais si là tu me dis que Luguensdort et Darius Bazley techniquement ils sont sur le même level, on n'est pas tout à fait d'accord. Bah au shoot je prends Dort mais tout le temps. Oui d'accord. Mais techniquement ça, enfin je veux dire c'est aussi quand t'as. Non il y a pas que de l'or. Bah, après peut-être sur le handle tu prends Bazley. Je suis d'accord, mais il y a un côté diamant brut chez Bazley. Il peut jouer au poste, il peut jouer sur pick and roll, il peut jouer sur pick and pop. Enfin, il y a quelque chose de, il peut rentrer dans un rôle là dans les années à venir où en fait, en fait, il y a pas trop de débat. On sait qui est le 3-4 du futur OKC. Ah, il est excitant, hein, je suis d'accord. Ah, c'est lui, en fait, Bazley, là où je te rejoins, c'est que je pense que son plafond pur est plus élevé que celui de Dort, mais genre large. Il est plus élevé que celui que n'importe quel autre gamin hormis au SGA qui est là au OKC. Hein. Enfin, je veux dire, je fais la liste. Voilà. Terrence Ferguson en soi, il a un potentiel, mais ah non, moi c'est Bazley toute l'année, putain. Ouais, mais Tayshaun Prince, il a jamais eu de tir, ça lui a quand même joué beaucoup de tours. Après, il a fait une très bonne carrière, attention. Mais je pense que je veux dire. Mais en année 13 de carrière, je pense que Tayshaun Prince avait peut-être le handle de Darius Bazley en année 1. Vraiment, c'est un mec qui est capable d'être gestionnaire sur pick and roll. On l'a déjà vu, être capable vraiment de gérer ça, de pouvoir jouer au poste. Et non mais je l'adore. Il est cool. S'il y a, je sais pas s'il y aura une Summer League, mais en tout cas, toutes les prochaines, la pré-saison et tout, moi je vais grave focus sur Darius Bazley. Je peux déjà vous annoncer que c'est le Gérard d'or de la prochaine preview du Thunder. Franchement, c'est un des joueurs que j'ai le plus hâte de suivre en termes de développement, que ce soit au OKC ou ailleurs la saison prochaine. Luguensdort pour Alex, Darius Bazley pour Bibi. Nous Alex, on a une dernière section. Projostic avec un gros K. Tout à fait, c'est l'heure du Projostic. Projostic time. Projostic, donc le gros K comme Chris Paul. Et comme compression de pronostic et projection. Enfin bref, tout le monde commence à connaître un petit peu le refrain maintenant. Le credo, tout à fait. Vous le connaissez, c'est le Projostic. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Ibi. On fait la liste des courses, vous pouvez la faire aussi. À OKC, qu'est-ce qu'on va faire dans les prochains mois? Alex, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Magnifique. 3, 2, 1, Joe Smith. 2 options comme d'hab. Ça reprend. Bah, écoute, le Thunder, tu te poses pas de questions, t'as ton effectif, t'essayes d'aller créer un exploit ou 2 en play-off. Ça reprend pas, tu pars direct sur 2020-21, comme on l'a dit et beaucoup développé pendant la question de la mort. On a l'air tous les deux à peu près sur la même longueur d'onde, sur le côté genre, faut pas s'enflammer par rapport à ce qui vient de se passer, vaut mieux continuer la reconstruction. Donc, Adams, Chris Paul et Schroeder sont susceptibles d'être tradés. Magnifique, 26 secondes. Et alors ? Clutch comme le Thunder. Quasi 24. Clutch comme le Thunder. Je vais essayer d'être aussi clutch et de faire un 24 piles, comme ça on va shooter au buzzer. Allez, 3, 2, 1, top chrono. Ouais, bah déjà mea culpa parce que vraiment on a vraiment été salauds, mais comme beaucoup de gens dans les previews de la semaine dernière, saison absolument incroyable d'OKC. Je maintiens ce qu'on a dit dans la question de la mort là. C'était improbable d'avoir des mecs avec une cote pareille sur le marché, il faut en profiter. Donc très hâte de suivre ça et faire confiance au pif. OKC a toujours bien drafté, t'as plein de pics de draft. Essaye de monter à la draft.
C'est vrai. Voilà. 24 Bien, secondes. bien, bien. Toi aussi, t'es clutch, toi aussi, 24 secondes pile. On a été voilà, bon. c'est ça. Voilà pour ce pronostic. Dites-nous, vous, ce que vous avez pensé, que vous soyez fan d'OKC ou non, de cette saison du Thunder. C'était absolument formidable. Nous, Alex, si je dis pas de bêtises, on se retrouve demain. On se retrouve demain, et demain, nous allons prendre un peu de chaleur. On va prendre un peu de chaleur. Très bien. Et ben, on vous fait des bisous, Alex. On se check à demain. Ciao. Allez, ciao, ciao. I know you wonder